Bonjour tout le monde, bienvenue au premier épisode du club de lecture de Renard. On a démarré un club de lecture parce que ça nous tentait. On cherchait les raisons, je pense qu'on essayait de l'approcher d'un point de vue marketing ou entrepreneuriat qui est vraiment centré sur l'usager en disant il faut que tu connaisses les besoins des gens, puis tu leur offres ce que les gens veulent. Puis on se rend compte qu'on a une approche peut-être plus artistique où là, on a juste envie que ça existe dans le monde. Ouais, puis on aime beaucoup lire à la base, puis on aime discuter entre nous des lectures qu'on fait. Fait que on va le faire devant des gens. Ça va, ça. Ouais, on s'est dit qu'une fois par mois, dans le fond, comme format, une fois par mois, on va partager un livre coup de cœur qui a changé notre vision du mouvement ou de comment on apprend ou de comment on peut créer une vie, un style de vie qu'on aime. C'est Renard, dans le fond. Là. Nous, on aime parler de mouvement, d'apprentissage puis de vie à la maison. Puis de ces livres-là, on ne veut pas faire une synthèse exhaustive. On n'est pas là pour éviter aux gens de lire le livre ou faire des résumés catchy en 5 minutes pour les gens pressés. On est plus là pour amener des idées de qualité qu'on aime profondément puis qui, tu sais, au niveau idéologique, ont changé notre vie, mais aussi de manière concrète, ont amené quelque chose de différent dans notre quotidien. Oui, c'est très bien résumé. Oui. Donc, on explore... notre idée de base en ce moment, c'est qu'on va présenter des livres sous forme audio puis vidéo, mais on va aussi mettre nos notes de lecture sur notre site web parce qu'on a déjà une section qui s'appelle Bibliothèque où vous pouvez voir toutes sortes de références de livres, mais un livre par mois va être choisi puis va être couvert plus en profondeur. Donc, si vous allez au renard.ca/biblio, vous allez voir en tête la lecture du mois à partir de maintenant. Et ce mois-ci, je ne sais pas, Vince, si tu veux présenter le livre. Mais bien sûr, c'est le livre Movement Matters de Cathy Bowman. Cathy Bowman qui nous a beaucoup inspiré depuis le début pour Renard. Et puis, c'est un livre qui est en fait des essais qui explorent le mouvement. Oui. Si vous avez écouté le podcast Radio Renard jusqu'à maintenant, vous avez sûrement entendu dire Cathy Bowman. Million de fois. 1 million de fois. Tout le monde qui me connaît finit par m'entendre dire soit le nom d'Oprah ou de Cathy Bowman. Parce que là, devant nous, on a à la maison 3 autres livres d'elle. Comme un livre sur la création de bureaux dynamiques là, pour éviter d'être assis de manière permanente. Qui s'appelle Don't Just Sit There. Un livre sur l'importance de marcher nu-pied. Ouais. Whole Body Barefoot. Et un livre Move Your DNA pour parler de mouvement naturel. Oui, de façon un peu ancestrale. Oui. Donc, Movement Matters, dans le fond, ça nous a juste vraiment fait réaliser que l'humain doit bouger plus de toutes les façons. Mais quand on pense à bouger plus, souvent, on se dit « Ah, il faut que j'aille plus au gym » ou « Il faut que je fasse plus de jogging ». Notre vision du mouvement, on s'en rend pas compte, là, mais à l'ère moderne en ce moment, la vision du mouvement, c'est des cours d'aérobie, de la course, du gym, faire du camping de temps en temps, le plein air. Mais on se rend pas compte qu'il y a encore plus de possibilités qu'on pense au quotidien, puis qu'il faut faire ces petits mouvements-là pour vivre tous les bienfaits. Oui. En fait, on a le réflexe d'essayer de concentrer le mouvement dans un moment dans notre journée, quand on essaie de rajouter du mouvement dans notre journée. Oui, exactement. Fait que là, on se rend compte que donc, Cathy Bowman nous invite à bouger différemment, puis ce qui implique de vivre différemment aussi, de changer plus profondément nos styles de vie. Ça peut avoir l'air intimidant, mais ce qui est nice, c'est que c'est une série de petits gestes en fait qui s'accumulent puis qui nous offrent une meilleure santé. Fait que c'est ce qu'on va couvrir aujourd'hui avec Movement Matters. Il y a 3 idées clés dans la vidéo va être structurée comme suit. Là. Il va y avoir 3 idées clés qu'on va couvrir. On va y aller, on va présenter l'idée, on va donner des exemples, puis on va montrer ce que concrètement ça a changé dans notre vie à nous. Ouais. Donc voilà. Fait que la première idée que j'ai notée, j'ai pris des petites notes. Parce que... Marie-Claude note beaucoup dans la vie. Ouais, j'ai un iPad qui a changé ma vie. Là. Je dirais que j'ai juste tellement d'idées dans ma tête qu'il faut perpétuellement que je prenne des notes, que je les sorte. Genre, ça a besoin de sortir. Puis il y a une autre étape après avoir tout explosé qu'il faut que je structure mes idées. Fait que j'ai fait un beau petit tableau et j'ai classé les idées et on va vivre ça ensemble aujourd'hui. Donc, la première idée, c'est que le mouvement est essentiel. Donc, Cathy Bowman adresse, comme on disait, la place du mouvement dans nos vies.
Puis à l'ère moderne, le mouvement est vu comme, tu sais, on le fait de manière occasionnelle ou exceptionnelle. On regarde notre calendrier, on a une journée bien remplie, puis on se dit, ah, je vais le faire le matin, je vais le squeezer peut-être ou le midi ou le soir. Puis le mouvement est un peu en périphérie de nos vies. Mais elle veut ramener la perception que le mouvement doit être central à nos vies, puis que c'est un besoin fondamental comme boire de l'eau, prendre du soleil, puis l'importance d'être en communauté. En fait, on a oublié d'expliquer qui est Cathy Bowman pour les gens qui la connaissent pas. Vrai. Fait que je sais pas si tu veux parler un peu de son expertise. Oui, c'est une biomécanicienne qui est présentement, je crois qu'elle a un studio. Je pense qu'elle en a eu quelques-uns, puis oui, j'ai vu passer qu'elle a un studio maintenant. Là. Mais elle était beaucoup dans le reconditionnement, je crois, initialement. Donc, d'aider les gens à corriger des postures, des blessures. Puis, ça l'a amené à investiguer justement la place du mouvement dans la vie des gens. Et puis, ça l'a amené à un blog, ça l'a amené à plein de livres. Je crois qu'elle fait des ateliers aussi, là, c'est plus aux États-Unis. Je crois qu'elle est au... En fait, je sais pas où exactement aux États-Unis. J'allais parler à travers mon chapeau complètement. Ben, ouais, c'est vraiment ça. C'est une biomécanicienne. Donc, elle est intéressée, c'est la mécanique du mouvement, d'être vivant, là, le plus spécifiquement le mouvement des humains. Fait que elle a commencé sa carrière avec une vision très mécanique. Puis quand les gens avaient des problèmes, je pense qu'elle était passionnée aussi de santé pelvienne. Elle allait créer des exercices puis proposer des exercices pour corriger ou diminuer des symptômes. Mais là, elle s'est rendue compte avec le temps, puis c'est l'idée qu'on comprend aussi dans son livre. En fait, ça fait la suite avec l'idée numéro 1 que le mouvement est essentiel, c'est que l'exercice est comme occasionnel dans nos vies. Puis quand ça fait mal quelque part, on cherche une certaine thérapie. Puis là, ce que Cathy Bowman s'est rendu compte, c'est qu'elle offrait des exercices. Puis là, il y a des gens qui les faisaient pas, mais il y a des gens qui les faisaient, puis des fois qui en voulaient plus, puis qui en voulaient plus. Puis que malgré tout, la thérapie, le mouvement comme thérapie, c'était jamais suffisant pour compenser une vie sédentaire. Puis que c'est pas en donnant des centaines plus d'exercices que ça va compenser. Il faut juste repenser comment la personne bouge pour éviter à la base qu'elle ait des douleurs chroniques. Fait que c'est cette idée-là qu'on entend souvent en médecine de pas juste corriger les symptômes, mais de corriger la cause profonde. Et qu'une maladie chronique, il y a moyen de prendre des médicaments pour compenser. Mais à la base, il faut repenser le mode de vie pour vraiment adresser cette maladie chronique-là. Exactement. Puis je pense que dans le cas du mouvement, c'est là où c'est complexe, c'est qu'on se rend pas compte qu'être sédentaire puis de pas faire bouger notre corps, ça a des conséquences. Ça peut être des maladies, mais ça peut être simplement aussi des pertes de capacité physique, de la dégénérescence cognitive. Il y a plein de répercussions, mais sont difficiles à voir parce que c'est juste étendu dans le temps. Tu sais. Fait qu'elle, elle voulait... c'est ça. Elle a changé sa perspective au lieu de... Maintenant, elle dit « movement is not medicine » parce qu'on entend souvent cette expression-là, « movement is medicine ». Puis elle dit non, le mouvement, c'est pas un médicament. Le mouvement, c'est essentiel. Il faut tout simplement le faire. Puis, tu sais, quand elle donne l'exemple de la mâchoire, on se rend pas compte que à cause du rythme de vie moderne où nos aliments sont de plus en plus transformés, faciles à mâcher, sont mous, on mange des smoothies, des potages, on mange du mou. Bien, notre mâchoire est sous-développée. Puis ça va donner à long terme peut-être des problèmes plus graves où on va devoir investir dans des grands frais d'orthodontie. Puis, pas que j'étais sceptique, mais j'aime toujours valider nos idées. Fait que là, on s'est dit, on a invité une hygiéniste dentaire au podcast de l'honneur. Vicky Porcheboski, qui est la prof d'hygiène dentaire de ma petite sœur. Et elle a confirmé qu'effectivement, il y a des problèmes de dentition qu'on pense que c'est génétique, puis que la solution, c'est de se faire traiter. Mais elle a confirmé que selon les suces, les biberons qu'on va prendre, utiliser quand enfant, ou selon des habitudes qu'on va avoir, comment on positionne notre bouche au repos quand on dort. Notre langue, la position de notre langue. La position de la langue, la dureté des aliments, ça va avoir un impact. Puis c'est ça le corps humain, en fait. Ce qu'on n'utilise pas, on va le perdre. Puis on a même tendance à croire que nos os sont structurés de façon génétique, mais les muscles ont un rôle à jouer sur la structure des os, puis la mâchoire aussi. Il y a des muscles dans notre visage un peu partout, puis le fait de ne pas utiliser ces muscles-là, ça sous-développe l'ossature, ce qui est particulier. Puis tu sais, l'exemple ultime que j'ai découvert récemment, là, on va dire, OK, ben
En ce moment, il y a une technologie, il y a un objet que j'ai vu en publicité récemment sur Facebook. C'était un appareil que tu peux croquer, qui te fait un exercice de la bouche, genre, pour les gens qui veulent justement une belle mâchoire bien musclée, genre. Définie. Fait que ça, c'est l'exemple typique de, il y a un symptôme, les gens veulent, tu sais, comme trouvent que leur mâchoire n'est pas assez développée, mais au lieu de questionner comment on vit, c'est quoi notre style de vie, ils vont créer une technologie ou une bébelle pour compenser. Mais ça ne va jamais régler la cause profonde. Bref. Donc, Cathy Bowman présente le fait que au lieu de voir le mouvement comme quelque chose d'isolé que tu fais de temps en temps ou que tu fais pour compenser quand tu as mal quelque part, il faut penser toutes les autres heures de notre journée, puis valoriser le mouvement sous toutes ses formes, incluant les petits mouvements. Puis que justement, il y a énormément de mouvements qui ont quitté nos vies, juste dans la sphère, par exemple, de s'alimenter, qu'on ne s'en rend pas compte, mais le fait que notre nourriture soit déposée devant nous au restaurant ou qu'il y ait des mets préparés, on ne voit plus la chaîne qu'avant pour trouver notre bouffe. Ouais, on cueille plus, on chasse plus, on prépare pas nécessairement, on découpe pas la viande, on travaille pas les grains. Il y a plein de choses qu'on fait plus. Puis que de plus avoir cette chaîne-là, il y a des milliers de mouvements qu'on fait plus, comme juste marcher pour cueillir ou pour chasser, juste avec tout ce qu'on pourrait faire avec nos mains pour transformer la nourriture. Que la transformation alimentaire de nos jours, c'est plus juste chimique. Tu sais, on parle beaucoup de la liste d'ingrédients puis de tous les additifs dégueulasses, mais on se rend pas compte aussi qu'il y a une transformation mécanique qui a été faite. Puis que si une machine le fait à notre place, comme pour moudre, c'est plus notre corps qui le fait. Tu sais. Puis même, au niveau du transport, c'est pas nous qui va à la nourriture, mais c'est quasiment la nourriture qui vient à nous. Fait que le mouvement a quitté nos vies tranquillement, puis il faut trouver des façons de le réintroduire. Puis comment réintroduire le mouvement dans nos vies, ça c'est une autre grande question, parce que Cathy Bowman, elle nous encourage pas à redevenir des chasseurs-cueilleurs complètement perdus dans le bois, mais de renaturaliser un petit peu notre de changer notre perception, en fait, pour que dans nos activités, on y pense au mouvement. Au lieu d'y penser quand on se blesse ou quand c'est... Fait que, dans le fond, pour faire la suite, l'idée numéro 2 que j'avais notée, c'est que en fait, la nature, c'est l'endroit par excellence pour stimuler le mouvement. Donc, ça répond à la question de c'est quoi l'effet de l'environnement sur nos mouvements, puis on se rend pas compte que notre environnement peut favoriser la sédentarité ou stimuler le mouvement. Puis justement, quand on dit aux gens en santé publique c'est important de bouger, il faut bouger plus, je trouve qu'il y a beaucoup de poids qui est mis sur l'individu en lui disant qu'il faut construire sa motivation à bouger, puis il faut faire des résolutions. Puis Cathy Bowman m'a fait réaliser en fait que toute la vie moderne, notre environnement est construit pour être confortable. Puis ça contribue à notre inertie, puis c'est tellement puissant que c'est dur de bouger quand toute notre vie elle a été designée pour nous faire bouger le moins possible. Je sais pas si tu veux parler de l'exemple du divan là, dans une maison. Ben exactement, le divan qui est souvent la pièce centrale d'un salon, même d'une maison. Qui est l'élément central de la pièce centrale d'une maison. Exactement. Puis c'est difficile de... En fait, si le but c'est d'avoir de la motivation pour se lever du divan ou pour pas aller sur le divan, c'est sûr que ça prend beaucoup de motivation parce que c'est pas naturel de chercher de l'inconfort, si on veut. Mais tandis que ce qu'on a fait de notre côté, puis c'est pas nous qui avons eu l'idée, on l'a juste appliqué, mais on s'est débarrassé du divan, en fait, dans l'appartement. Puis ça fait en sorte qu'on n'a pas à se battre constamment pour ne pas aller sur le divan ou pour se lever du divan parce qu'il n'y a pas de divan. Puis ça amène une nouvelle sorte de mouvement, comme là on est assis sur le sol en ce moment, en indien, où on place nos jambes de certaines façons. Puis c'est des mouvements. De squatter des dizaines de fois par jour, à la longue, ça fait une différence. Fait que justement... en fait, pour comparer, il y a beaucoup d'analogies qu'on peut faire avec la nourriture aussi. Là, puis on en parlait justement ce matin quand on allait faire notre épicerie. Nous, la façon où on combat le fait de ne pas manger de biscuits, mettons, c'est qu'on n'amène pas de biscuits dans l'appartement. Puis ça fait en sorte qu'on n'a pas à combattre le désir de manger des biscuits tout le temps. Mais c'est sûr que si on avait tout le temps des biscuits dans l'armoire, ben ça serait une guerre. Ça serait un combat constant. Je sais que certaines personnes sont plus dans la modération puis vont dire je vais le laisser puis je vais juste en manger un. Moi, je suis pas capable. Moi, je vais la vider là-bas. Mais c'est un peu la même chose d'avoir un divan puis de te dire
oh, on n'arrête pas d'entendre que sitting is the new smoking, puis il faut plus que je sois assis autant, mais si ton divan est partout, puis partout, dans chaque pièce, il y a des chaises pour s'asseoir, puis des trucs, c'est sûr que c'est tentant. Ben oui, mais c'est humain. Oui, tout à fait, exactement. Puis, fait que Cathy, elle explique dans son livre que c'est ça, elle a commencé sa carrière avec une vision de la biomécanique où c'était vraiment plus un focus sur la mécanique. Puis là, elle a commencé à s'intéresser plus à la portion bio, là, comme l'humain là-dedans. Puis à même aussi prendre un pas de recul, en fait, pour pas juste étudier l'humain, la biomécanique, mais ce qu'elle appelle l'écologie du mouvement, c'est-à-dire, c'est quoi l'environnement dans lequel l'être vivant qu'elle étudie bouge. Puis l'effet de l'individu sur l'environnement et l'effet de l'environnement sur l'individu. C'est là, je trouve qu'elle a une profondeur puis une nuance dans son discours qui est assez inégalée en ce moment. Oui, absolument. Fait que ce qu'elle nous a fait réaliser, c'est que c'est ça, la vie moderne, c'est une vie de confort. L'être humain, il est ingénieux. On est programmé pour vouloir sauver notre énergie. Justement, quand on chasse, on ne veut pas dilapider nos ressources. Quand on vivait dans la nature, c'est difficile de gagner des calories. Tu l'obtiens, des calories, en chassant, en obtenant de la nourriture, puis il faut que tu la transformes aussi. C'est précieux, les calories. C'est vraiment précieux. Puis tu vas dépenser de l'énergie justement pour t'alimenter, pour survivre, puis possiblement pour jouer aussi, là, parce que la socialisation, c'est super important. Mais tu ne vas pas juste de manière complètement aléatoire jogger pendant 3 heures sans obtenir un certain gain. Genre. Fait que l'humain est ingénieux, fait qu'à la longue, il a inventé de plus en plus de technologies pour se simplifier la vie. C'est programmé en nous. C'est pas pour rien qu'on se retrouve aujourd'hui avec toutes sortes de bébelles, c'est parce qu'il y a une partie de l'humain qui aime faire ça pour se simplifier la vie. Faire des outils. Puis il y a 2 exemples qu'elle donne. Je sais pas, Vincent, si tu veux les expliquer, qui sont vraiment intéressants. Oui, ben il y a la manette à auto. Ben, en fait, c'est qu'on a remplacé nos clés de voiture qui, depuis longtemps, c'était on insérait la clé, on tournait, puis on barrait la voiture comme ça, ou on débarrait la voiture comme ça. Puis maintenant, c'est remplacé par un bouton qu'on fait pip. Puis, plus besoin de tourner la clé. Puis même, je sais que moi, mes parents, ben c'est même plus besoin de peser sur le bouton. Là. Si la voiture sait que la clé est proche, on a juste à ouvrir la poignée, puis c'est fait. Puis je suis sûr qu'éventuellement, ben la porte va s'ouvrir toute seule. Oui, peut-être, exactement. Avec reconnaissance faciale, peut-être. Genre, justement, pas que n'importe qui puisse rentrer. On va juste marcher, puis pouf, tout va s'ouvrir, puis s'activer devant nous. Puis, tu sais, ça a l'air complètement anodin, tu sais. Puis là, tu te dis, ah, mais c'est pas un mouvement de poignet qui fait tant la différence. Mais en fait, l'ampleur du problème, c'est que c'est des milliers de petites opportunités de mouvement comme ça qui ont été retirées par des milliers de produits qu'on a créés autour de nous. Puis c'est ça, c'est comme un petit mouvement à la fois a été retiré, puis tranquillement, on s'en rend pas compte, mais on est une société sédentaire. Ouais, c'est comme, je sais pas si ça se traduit bien comme expression, mais c'est la mort par un millier de petites coupures dead by a thousand cuts. Au lieu d'un coup de sable dans le ventre, ben, c'est juste plein de paper cuts. Exactement. Constamment, puis c'est ça qui nous rend souffrants. Exactement, puis je pense qu'elle dit là, on commence à vraiment avoir une prise de conscience parce que les écrans sont arrivés dans nos vies, puis ça nous inquiète, puis on voit aussi, surtout que là, on voit l'effet sur les enfants, fait que ça amène des gros questionnements. Ouais. Mais elle dit, on se rend pas compte que, OK, oui, l'écran, on le voit, c'est technologique, c'est moins naturel, mais on se rend pas compte que d'être entre 4 murs perpétuellement, c'est pas naturel. On a évolué pour, oui, se créer des abris puis se protéger. Mais dans la vie moderne, on regarde de moins en moins, par exemple, elle donne un autre exemple, on regarde de moins en moins à l'horizon. C'est pas habituel pour un humain de ne pas être capable de voir au loin puis de regarder des objets à une certaine distance. Puis juste ça, le fait qu'on regarde toujours des choses de manière très proche, ça crée des problèmes de vision. Fait qu'on parlait des problèmes de myopie. Ça crée de la myopie. Puis ça aussi, il y a une partie de moi qui se disait, ben tant que ça, eh bien, on a reçu au podcast récemment un archéologue qui s'appelle Martin Lemini, et lui, c'est un artisan archéologue, il recrée des objets du passé, principalement des peuples autochtones, pour comprendre comment ces gens-là vivaient. Fait qu'il apprend sur les peuples en faisant les choses, pas juste en les étudiant de manière théorique. Et on a conclu le podcast, il nous a montré des lunettes. Des lunettes de neige de style Inuit. C'est des lunettes en bois avec une petite fente. Puis... donc au lieu d'être des trous pour voir, c'est des fentes minces. Et puis, ça permet à l'œil de juste regarder l'horizon, en fait. Puis l'usage qui en était fait,
par les communautés, je pense, inuit, c'est que ça coupe toutes les réflexions qu'il y a sur la neige, qui arrivent au niveau du sol. Ouais. Puis par en haut, en fait, c'est que le reflet du soleil sur la neige, c'est tellement lumineux que ça peut t'aveugler. Ouais, c'est aveuglant. Fait que c'est que ça limite l'entrée de lumière. Mais ce qui est fascinant aussi, c'est qu'il expliquait que lui est myope léger. Puis en portant ces lunettes-là, il a réalisé qu'il n'y a pas besoin de porter de lunettes de myopie parce que la manière que son œil fonctionne, dans le fond, sa vision est contractée. Je ne suis pas capable d'expliquer la mécanique dans l'œil. Il expliquait que vu que son regard se portait à l'horizon, sa myopie avait disparu. C'est la même chose quand les gens sont myopes qui n'ont pas de lunettes, ils vont plisser les yeux, puis ça va faire bouger l'œil d'une certaine façon, que ça va les aider à voir différemment. Fait que, en tout cas, bref, ça me ferait vraiment... Ce que Cathy Bowman a dit dans son livre, c'est qu'elle dit on vit en captivité. L'homme, on s'est auto-domestiqué. C'est-à-dire qu'on ne peut plus vivre sans l'aide massive, dans un support massif de technologie. On pense que vivre à l'intérieur de manière perpétuelle, c'est la normalité, mais on est fait pour vivre en nature. Puis justement, de retourner dans un contexte naturel, pour les gens qui se disent, encore une fois, comment je bouge davantage, bien là, c'est là qu'il y a plein d'opportunités de mouvement. Fait que la nature qui est stimulante, elle donne l'exemple de elle avec son petit garçon qui marche sur un sentier. Ils font des marches en famille dehors autant que possible. Je sais pas si tu t'en rappelles de cet exemple. Oui, ben en fait, c'est qu'elle a remarqué, je crois qu'initialement, elle prenait des marches avec son garçon, ou en tout cas un de ses enfants, puis elle prenait des marches dans la rue, donc sur une surface assez plate, qu'il n'y a pas vraiment de challenge, c'est une ligne droite, puis on marche sur du plat. Puis son garçon avait de la misère à être stimulé par ces marches-là, tout simplement. Puis même elle aussi, je crois qu'elle avait remarqué. Mais à partir du moment où ils ont commencé à marcher dans des sentiers, plus en nature. Étroits, genre. Des chemins étroits, puis sinueux, puis bossus, puis avec des roches, puis sinueux, eh bien, c'est devenu vraiment plus stimulant pour l'enfant, puis il avait hâte de marcher, puis il avait du plaisir, en fait. Quand il marchait. À marcher, ouais. Ça devenait plus une aventure, puis Exactement. un jeu. Fait qu'elle s'est rendue compte que quand il marchait sur pas un sentier, mais comme une route complètement plate, puis où il n'y a pas d'obstacle, son enfant, c'est pas qu'il était indiscipliné ou... Parce que souvent, c'est ça. Il était juste ennuyé, là. Fait qu'elle a remarqué ça, puis là, finalement, dans certaines décisions, elle a décidé aussi d'envoyer ses enfants dans une éducation, une école en nature. Puis elle a vu l'importance de ce qu'elle appelle de vivre la nature, de pas juste étudier la nature puis de connaître, mettons, les arbres à travers un livre, mais de le voir, de le sentir. Comme, ça donne une compréhension puis une richesse de l'expérience humaine qui est assez inégalée. Puis elle explique qu'encore une fois, une porte d'entrée très plus accessible pour réintroduire du mouvement dans sa vie, elle adresse beaucoup les activités autour de l'alimentation. Fait que de dire, on peut faire de la cueillette. Elle a commencé à faire, mettons, un jardin avec sa famille, puis elle fait de la cueillette parce que c'est une activité qui répond à plein de besoins fondamentaux, comme le besoin de se retrouver avec les personnes qu'on aime, avec une communauté solide, de comprendre d'où vient la nourriture, d'être exposé au soleil, à la nature, aux bactéries, de voir ce qui nous entoure. Des petits mouvements ou le mouvement d'aller au niveau du sol, de squatter. De devoir squatter. Ouais. Elle parle aussi de squatter. Tu sais, ce mouvement-là, on se rend pas compte que si on squatte, on voit pas la vie de la même façon. Tu sais, puis si son enfant, justement, voit un insecte à terre, ça, on l'a vu, là, on avait pris des photos dans ma famille à Kamouraska avec un neveu puis une nièce à moi, puis on voulait aller jouer dehors, puis on a commencé à faire des bulles, puis finalement, pendant un bon 15 minutes, la petite, elle faisait plus de bulles, elle a trouvé une coccinelle, puis elle l'a regardée pendant vraiment, vraiment longtemps. Ouais. Elle va squatter, elle va la prendre à terre, puis elle va l'observer, puis ces petits moments-là sont vraiment précieux, puis on se rend pas compte que si on n'est pas capable de squatter, là, ou quand on vieillit, genre, on n'est plus capable de s'asseoir au sol, bien, c'est des moments de vie qu'on perd. Puis être capable de squatter, c'est pas juste être capable de faire le mouvement de manière mécanique. C'est que si tu squattes, c'est que tu peux mettre tes mains dans la terre. Tu peux ramasser des roches. Tu peux faire toutes sortes de petites choses qui contribuent à une expérience globale. Puis c'est beaucoup plus profond que de juste brûler des calories ou de faire un mouvement pour corriger sa posture. Parce qu'on dit souvent, pour nous, les mouvements qu'on est capable de faire, c'est les moments qu'on est capable de vivre. Puis ça, c'est un bon exemple.
Exactement. Fait que ce qu'on aime aussi de Cathy Bowman, c'est que dans son discours, elle n'est pas dans le paradigme classique de devoir quantifier tes mouvements, de dire il faut que tu bouges tant de minutes de telle façon, tant de minutes de telle façon. Au contraire, c'est plus de dire il faut que toute ta vie soit construite de manière à favoriser le mouvement de plein de façons, puis de repenser tes activités pour inclure du mouvement. Puis tu n'as plus besoin de comptabiliser à partir de ce moment-là parce qu'il y a comme un momentum qui se crée, puis tu ressens les bénéfices de plein de façons. Ouais. Fait que dans cette idée-là que la nature, c'est l'endroit par excellence pour stimuler le mouvement, puis que c'est la vision que la nature, c'est notre maison. Tu sais, la nature, elle en parle dans le livre, elle dit aujourd'hui, c'est plus traité comme un musée. C'est normal, là, parce que, tu sais, s'il y a un parc touristique, les gens ne peuvent pas marcher absolument où ils veulent. Ça peut détruire les habitats naturels. Fait qu'il faut quand même être respectueux de la nature. Mais elle dit, c'est comme une nature comme un musée où tu promènes puis tu regardes. Puis en général, tu ne touches pas nécessairement ou tu vas peut-être jouer avec des branches ou des roches, mais c'est plus de dire non, la nature, on l'habite puis il faut être en interaction avec elle de plein de façons. Fait que nous, on essaie d'amener ça dans nos vies de différentes façons. Fait qu'on essaie de passer plus de temps dehors. Ouais. Fait qu'on commence notre journée... Oui, en prenant une marche, en fait. Une marche de plusieurs... moi, en fait, je vais au bureau en marchant. Je vais au travail en marchant, 45 minutes. Puis Marc-Claude m'accompagne pour une partie du trajet chaque matin. Puis on a remarqué, en fait, plein d'avantages qui vont au-delà du mouvement en tant que tel, mais plus... En ce moment, il fait froid dehors. On sent l'air froid dans nos poumons. C'est vraiment stimulant. Ça fait circuler le sang aussi. On sent que notre cerveau s'active à travers cette marche-là. Ouais. Puis de sortir tous les jours, peu importe la température, c'est notre routine. Tous les jours, on sort maintenant. Au début, moi, ça me tentait pas tout le temps, puis j'essayais de trouver des excuses. Mais vite, c'est vraiment discipliné. Fait qu'on sortait, qu'il pleuve, qu'il pleuve pas. On sortait dehors, puis maintenant, ça fait que j'ai hâte. Genre. Quand tu ressens les bénéfices, ça fait que tu as hâte. Puis il y a eu plein de bénéfices que j'aurais pas imaginés, mais le fait de sortir tous les jours, peu importe, tu remarques tellement mieux le passage des saisons. Puis toutes les subtilités des températures selon les saisons. Tu sais qu'il y a des jours, la neige est super moelleuse, puis un peu lourde. Puis là, on dirait que la ville est ensevelie de watts. Les sons sont feutrés, on n'entend plus vraiment les voitures ni les gens marcher. Puis là, il y a d'autres jours où on marche, puis il y a de la glace au sol, puis la neige est sec. Là, puis tu le sens, puis l'air dans tes narines est sec, puis il fait froid, puis ça pince. Puis le changement de la végétation. En marchant, on a découvert qu'il y avait un cerisier dans notre quartier, dans la petite Italie. On a cueilli des cerises. On s'est rendu compte que notre voisin avait des pêches, un petit pêcher. Comme, on est sur le bord d'un gros boulevard là, quand même, puis on a découvert plein de commerces le fun. On voit la vie différemment quand on marche beaucoup. Puis une autre chose qu'on essaie de faire aussi, c'est de marcher nu-pieds à la maison. On s'est tenté aussi de le faire. On a commencé à le faire dehors, même sur des trottoirs. On se sent un peu weird, mais... Mais on habite... on n'est pas loin du parc Jarry, donc on peut aller marcher nu-pieds à cet endroit-là, puis on n'a pas l'air trop weird. Mais sur des trottoirs, c'est... on n'est pas encore game, mais ça va venir. J'aime mieux marcher nu-pieds complètement, je pense, que de mettre des souliers avec des orteils. Mais en tout cas, ça, on va voir où je m'en vais dans la vie. Puis l'autre façon, dans le fond, c'est ça. Fait que dans notre relation à la nature, on essaie de favoriser le contact avec la nature. Bien, on essaie d'être plus dehors, mais on essaie aussi moi, ce que j'appelle de reverdir ou de ramener la nature à l'intérieur, dans nos maisons. Moi, je suis quand même une fille qui aime le cocooning. Fait que j'essaie de briser cette frontière-là aussi entre l'intérieur et l'extérieur. Il y a beaucoup de plantes sur notre balcon en été, mais là, j'essaie d'en mettre aussi de plus en plus à l'intérieur. Puis encore une fois, le jardinage, le contact avec la nature, puis de devoir t'occuper d'un être vivant, moi, ça m'a appris à plus prendre soin de moi-même. Ça aussi, c'est des bénéfices des fois qu'on oublie au-delà du mouvement en tant que tel, parce que jardiner, ça fait bouger les mains. Si tu vas acheter une poche de terre et que tu la traînes, c'est une charge à porter qui est intéressante. Puis c'est ça, s'occuper de plantes, ben, ça m'a fait réaliser qu'une plante, ben, elle va thrive, comment on pourrait dire? Elle va s'épanouir avec un petit soin attentionné de jour en jour, puis tu la vas grandir. Puis je me rends compte qu'il fallait que je sois plus patiente envers moi-même. En tout cas, c'est une petite parenthèse. Là. Mais fait qu'on essaie d'avoir plus de plantes. Puis encore une fois, de recomprendre tout ce cycle-là que l'humain devait faire avant pour survivre. Qui est à dire de trouver sa nourriture ou la faire pousser, en prendre soin, puis la transformer. Fait que c'est aussi simple que commencer à bouger dans sa vie, ça peut être aussi simple que de faire avec ses enfants,
un pot de fines herbes. Souvent, ça commence comme ça. Ouais. Ou de réaliser qu'on peut avoir des arbres fruitiers à la maison. Ça aussi, ça peut être vraiment le fun. Ou de planter des fleurs, mais qui attirent les abeilles, parce qu'on sait qu'en ce moment, les abeilles en ont besoin. Fait que de toujours trouver une façon qui nous fait du bien à nous, mais qu'on sait que ça fait du bien à la nature, puis finalement, ça le fait du bien à notre communauté. C'est vraiment plus enrichissant que de dire « faut que je brûle 500 calories aujourd'hui, je vais faire 27 minutes de tapis roulant. » C'est comme un autre paradigme complètement. Bref. La troisième idée, c'est que bouger permet de réduire l'empreinte de l'homme sur la planète. Fait que comme on disait, Cathy Bowman s'est interrogée à l'écologie du mouvement. Fait que là, on a étudié l'impact de l'environnement sur nous. Mais on oublie aussi que la sédentarité, l'homme, a un impact sur l'environnement. On l'analyse souvent du point de vue de la consommation du plastique, de la pollution, etc., etc. Mais on oublie que de ne rien faire, de ne pas bouger, être sédentaire, ça contribue à la pollution puis à l'esclavage de différentes façons. Fait qu'on va vous expliquer cette idée-là parce qu'au début, ça peut paraître un petit peu intense. Tu sais, de dire que nos mouvements ou notre inertie peut empirer ce qui arrive, l'état de la planète. On externalise les procédés qui nous font vivre. Ouais, puis on prend plus le contrôle de ces procédés-là. Donc, c'est quelqu'un d'autre qui décide comment ils sont faits. Puis l'impact de ces procédés-là, on n'en prend pas le contrôle non plus. Ouais. Je pense que toi, il y a une phrase que tu aimes vraiment beaucoup, c'est Cathy Bowman qui a dit « Faut réaliser que si on bouge pas, si tu bouges pas, quelqu'un d'autre le fait pour toi. Ça va être quelqu'un d'autre ou ça va être des robots, des machines qui vont créer un produit, mais les robots vont avoir été créés par l'homme aussi. Qui n'ont pas nécessairement de conscience ou d'âme. Fait que de dire, s'il n'y a plus de mouvement dans nos vies, là, c'est pas parce qu'il est complètement disparu, c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre quelque part qui le fait. Si, avec l'exemple, pour revenir à un autre exemple, c'est la poche à thé. T'sais, on se rend pas compte que d'utiliser un filtre en métal ou de ne pas vouloir se tanner à racler un filtre ou une tasse pour enlever des feuilles de thé infusées. On a créé une petite poche à thé en tissu, qu'il y a aussi une agrafe. Comme ça, tu n'as même pas besoin de prendre ta cuillère. Tu peux juste tirer sur le petit cordon. Mais cette pochette-là est dans une enveloppe de papier, dans une boîte de papier qui est des fois aussi elle-même dans un emballage en plastique. Juste pour nous éviter de devoir faire un mouvement. Toutes ces petites choses-là qui ont été créées dans des usines. Puis possiblement, comme je le fais de temps en temps, et j'en suis coupable, j'ai déjà, avec mes commandes Amazon, mis du thé, tu sais. Fait que ça a été livré devant ma porte, j'ai presque rien fait. Mais dans cette chaîne-là de création, il y a des milliers de personnes qui ont dû s'impliquer puis qui ont créé toutes ces choses-là. Mais c'est là que ça devient intéressant. C'est que pour que moi, j'ai à moins de faire d'efforts possibles, il y a tout un système qui a été créé pour amener les choses à moi. Puis ça, c'est là que la pollution se trouve, comme la manette de voiture. Ça a l'air anodin, mais justement, pour ne pas avoir à faire un mouvement de tourner notre poignet, maintenant, il existe des milliers de manettes en plastique qui sont alimentées par des batteries. Puis là, tu fais ça fois des millions d'inventions, fois des milliards d'humains. Puis c'est là qu'on se retrouve dans la situation qu'on est aujourd'hui. Plein de plastique. Fait que moi, j'ai trouvé ça absolument fascinant de faire le lien entre la sédentarité puis la condition de la planète puis de nos communautés. Puis c'est rare, je trouve, que ce lien-là est fait quand on parle d'activité physique, tu sais. C'est pas habituel, puis c'est là que j'ai aimé la profondeur puis la richesse de la position de Cathy, puis de dire justement, pour les gens qui sont sensibles à l'environnement puis à l'état de la planète, que si on bouge davantage, si on inclut plus de mouvements dans nos vies, c'est aussi une façon de réduire notre consommation, notre dépendance à certains produits, puis de réduire notre consommation d'énergie. Puis je crois aussi, pour ajouter un petit point, qu'il n'y a rien de meilleur pour la planète que d'être en santé. Puis ça rejoint un petit peu ça, si... comment dire? Quand on est en santé, si on n'est jamais malade, ça veut dire qu'on ne consomme pas nécessairement de médicaments ou de trucs comme ça. Si on est toujours capable de faire du mouvement, on prend moins de transport en commun, on marche plus, et donc on a moins d'impact si on a plus de capacité, en fait, à faire les choses. C'est vrai, on n'a pas parlé. Mais c'est ça, de revenir à l'idée, il y a tellement d'idées nice qui sont toutes interreliées, fait que mon cerveau est comme, des fois j'oublie comme quoi couvre pas, mais c'est vraiment d'insister sur le fait que si
un objet fait le mouvement pour nous, ça veut dire que notre corps n'a plus besoin d'apprendre à faire ce mouvement-là. Fait qu'on est moins en moins apte à faire les choses. Puis là, j'ai perdu mon idée avec la conservation d'énergie. Mais faire les gestes de manière... On parlait de capacité. On parlait de capacité. C'est quoi l'exemple que tu as donné en premier? De marcher. Ah oui, c'est ça. C'est de dire, OK, c'est ça. Fait, oui, ça revient. OK, tout va être relié. C'est de dire, si on perd des capacités physiques, c'est ça, il est là le cercle vicieux ultime. C'est que parce qu'on a moins en moins de mouvements dans nos vies, notre corps s'affaiblit puis va perdre ses capacités à des points, des fois, où avoir des douleurs, des problèmes, des complications. Mais là, la boucle continue où, pour compenser cette perte de capacité-là, on va créer des nouvelles technologies plus loin dans la chaîne, là, qui vont, exemple, les appareils orthodontiques ou toutes sortes. On pense, mettons, aux personnes âgées, qu'on a souvent l'impression aussi que le vieillir est associé à devenir décrépit, mais c'est pas nécessairement vrai, en fait. La vieillesse va peut-être amener une diminution de certaines capacités physiques, mais ça ne veut pas dire que tu es supposé être dans une dégénérescence perpétuelle. Ouais, perdre toutes tes capacités. Non, en fait, même vieux, on est capable de créer de la masse musculaire. Fait que ça fait vraiment la différence si une vie sédentaire mène à des personnes âgées qui ont besoin de marchettes ou de chaises roulantes, encore une fois, de nouvelles technologies pour compenser le fait qu'ils ont moins de capacité. Puis là, c'est un cercle vicieux. Puis je l'ai vécu avec ma grand-mère qui souffre d'Alzheimer, puis mais elle était quand même assez autonome. Elle a pu rester à sa maison longtemps. Puis un jour, mon père l'a trouvée, elle était tombée à côté de sa chaise berçante, puis elle était plus capable de se relever. Fait que là, pour diminuer le risque, je pense qu'ils ont changé sa chaise, ils ont mis comme un coussin pour que quand elle s'assoit, elle a moins besoin de squatter profondément. Mais c'est là que le cercle vicieux se perpétue, où là, elle a moins à squatter, fait qu'elle va jamais se renforcer, en fait. Ses capacités vont juste diminuer graduellement, où elle va avoir moins de choses à faire. Puis c'est sûr que pour une personne âgée, on a un peu l'impression de dire « Ah, mais il est rendu trop tard, anyway, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire? » Mais cette mentalité-là, si on la perpétue toute notre vie, à toutes les étapes de notre vie, c'est ce qui fait qu'en fin de vie, on est moins capable de faire On accélère, en fait, notre perte de capacité. Exactement, on accélère notre perte de capacité. Fait que je pense que maintenant, au lieu de s'énorgueillir puis de dire « Ah, j'ai pas envie de faire des efforts », tu sais, comme l'exemple qu'on donne souvent, c'est étrange quand même que l'humain paye pour aller au gym. Puis beaucoup de personnes se rendent en char au gym. Je veux dire, quand j'habitais à Laval, j'allais en char au gym parce qu'il était trop loin de la maison. Tu payes pour aller bouger sur un tapis roulant ou parce que c'est trop chiant à courir dehors, ce qui est comme un peu bizarre quand je pense maintenant. Puis là, quand on revient à la maison, je trouvais ça chiant de sortir les poubelles puis faire des trucs manuels. Genre, j'étais comme, genre, je suis pas, tu sais, comme, j'ai mieux à faire de mon temps que de faire des affaires de même, puis genre, je vais l'externaliser d'une certaine façon, puis je vais me concentrer sur des vraies choses comme mon travail intellectuel ou des affaires comme ça, tu sais. Puis maintenant, je pense qu'on apprend à valoriser l'effort humain, puis de dire le faire moi-même, ça a de la valeur pour moi puis pour la planète. Ouais, ça devient un investissement. Ouais. Puis ça revient à l'exemple aussi de commencer à réparer ce qui est brisé. Tu sais, un de nos invités au podcast, c'était Karel Ledru qui a fondé Les Gaspilleurs. Puis lui, il répare des meubles abandonnés ou usagés. Puis ça revient aussi à ça, de dire, vu c'est des fois tannant de faire l'effort de se rendre au magasin ou d'aller dans une friperie pour magasiner des objets, bien souvent, on va jeter des choses à la poubelle puis on va en acheter un neuf qui peut encore une fois être livré devant notre porte. Puis là, de valoriser le mouvement, c'est de dire, OK, il y a aussi de la valeur à réparer ce qui est brisé. Puis tout le monde y gagne à tout point de vue, tu sais. Voilà. Fait que ça couvre un peu globalement les déclics. Je suis sûre que j'ai oublié des affaires, puis là, je vais y repenser après. Je vais dire, oh my God, je vais la parler. Mais en tout cas, je pense que globalement, Cathy Bowman a juste complètement changé le paradigme dans lequel on était quand on pensait à du mouvement. Oui. C'est pas pour rien qu'on la mentionne tout le temps dans plein de choses, dont le podcast ou tout ce qui s'en vient pour nous. Toujours occuper une place importante. Oui. Ah, ben la maison. On va finir là-dessus parce que ça ouvre la porte aussi à d'autres choses. Dans le fond, elle n'en parle pas tant dans Movement Matters. C'est ça l'affaire. On a tellement lu de choses d'elle puis regardé les vidéos que c'est dur des fois de dire d'où venait l'idée, mais
un concept qu'elle a mis de l'avant aussi, que j'ai découvert sur son blog, c'est l'idée d'un furniture-free house, où elle, chez elle, justement, elle n'a plus de chaises. Elle a juste toutes sortes de façons de bouger différemment, où elle va avoir installé elle va avoir mis des tables basses pour sa famille. Fait que les gens doivent squatter ou s'asseoir au sol pour manger. Tu peux peut-être parler de notre chambre aussi. Oui, ben en fait, on s'est débarrassé de notre gros matelas. On n'a pas de sommier. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a acheté un matelas japonais. Je me souviens plus du nom en japonais. Mais c'est tout mince, c'est à peu près épais comme ça. Et puis, on le met dans une pièce, puis on dort là-dessus. Donc, ça fait en sorte que pour aller se coucher puis sortir du lit, c'est pas juste on se tourne puis on débarque du lit. C'est qu'il faut se lever du sol ou complètement aller au sol pour se coucher. Et puis la surface est un petit peu plus dure aussi. C'est pas inconfortable du tout. Là. En fait, c'est très confortable. Mais la surface est un peu plus dure. Donc ça. Faut s'habituer. Oui, mais ça exerce une certaine pression sur l'ossature, en fait. Puis on se sent vraiment bien, en fait, quand on se lève le matin. Puis l'avantage que ça a aussi, c'est que ce matelas-là se plie assez facilement. Nous, on plie tout ça, on met ça dans le garde-robe de la pièce en question, puis ça nous libère une pièce. En journée. Ouais, c'est un peu, on l'appelle notre boudoir. Là. C'est notre pièce pour soit pour lire ou se reposer ou il y a beaucoup de plantes aussi dans cette pièce-là. Donc, ouais. Puis ça vient d'elle, en fond. J'avais vu une vidéo où elle faisait une visite de sa maison, puis elle montrait, ou un article, puis elle expliquait que quand ses enfants étaient jeunes aussi, justement, il y avait une grande pièce familiale où tout le monde dormait là sur des tapis, des coussins. Puis en journée, ils prenaient les tapis puis ils les suspendaient comme sur des racks sur le mur. Fait que pendant la journée, tu sais, elle avait une maison assez modeste. Fait que ça donnait une pièce entière de plus aux enfants pour jouer. Puis j'ai fait, hey, mais c'est un hack incroyable pour, comme nous, les petits appartements en ville. Ben oui, un petit 4,5, ça une pièce de plus, ça fait une grosse différence. C'est vraiment, vraiment précieux, tu sais. Fait que ça, c'est des exemples de choses qu'on essaie de faire dans notre maison pour recréer une maison plus vivante. C'est ça qu'on dit, des maisons vivantes. Des maisons vivantes. Puis ce qu'on pourrait faire, en fait, Marc-Claude avait écrit un article qui explorait un peu notre maison, en fait, notre appartement, pour montrer les choses qu'on avait faites, justement, pour incorporer plus de mouvements. On pourrait le lier dans la fiche, en fait, sur le site web. Oui, tout à fait. Fait qu'on vous invite à aller voir ça. Dans le fond, si vous me connaissez bien, ben Renard, on a un podcast, on a la biblio maintenant et le club de lecture qui viennent de démarrer. Et on a aussi des articles qu'on écrit de temps en temps, là, de manière un peu spontanée, pour parler du quotidien. Fait que suivez-nous. Si vous voulez vous abonner au Club Renard, en fait, on a créé un club pour les gens qui veulent nous supporter, vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, le Club Renard. Et le club de lecture qui est différent, ça va mélanger tout le monde. Mais j'adore les clubs. Fait que j'ai créé un club puis un club de lecture dans mon club. Mais suivez-nous au renard.ch/biblio. Biblio, facile à trouver. Ouais. Voilà. Merci. Merci. À la prochaine. Merci d'être avec nous. Moi, c'est Vincent. Je suis normalement derrière la caméra. Si vous voulez faire partie du mouvement et apprendre avec nous comment améliorer le quotidien, venez nous rejoindre dans le Club Renard. C'est la meilleure façon de contribuer à la mission de Renard, puis vous allez avoir accès à plein de contenus bonus. Venez nous rejoindre au renard.ca/club. À bientôt!